vous remercie de votre invitation. Je découvre une association très dynamique et pour les quelques minutes que j'ai suivies, en tout cas très utile, très active et très utile. J'imagine que vous travaillez seulement dans la région de Nice ou c'est une association nationale? C'est surtout sur la région niçoise. D'ailleurs, c'est, je pense, à Nice que nous nous étions rencontrés lors d'un débat avec Franz-Olivier Gisbert, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Oui, D'accord. Oui, oui, très, très bon souvenir. C'était un moment très agréable oh, et splendide. sympathique. Exactement, c'était un moment formidable. Alors, eh bien, écoutez, je vais partager mon écran pour ne pas perdre Si tu trop veux. de temps. Ça fonctionne. Donc, Ah, ben, je me suis mis en pause de la compétition. alors, je ne sais pas si vous pouvez voir. Moi, je le vois, défi interculturel, théorique et terminologique. Voilà, est-ce que c'est mieux? Vous voyez l'écran en entier là? Ah là, voilà, là, là oui, mieux. Bravo, Oui, là, c'est bien. C'est bravo. mieux. Très bien. Alors, bah, je vais me présenter un petit peu pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Astrid Guillaume, sémioticienne à Sorbonne Université Faculté des Lettres. Je voulais vous expliquer tous les mots peut-être un peu barbares. Ne vous inquiétez pas, je vais utiliser beaucoup de mots peut-être inconnus que je vais élucider au fur et à mesure. Donc, je suis maîtresse de conférences et présidente fondatrice de la Société française de zoosémiotique. Et je remercie tous les membres actifs présents ce soir. Je suis également vice-présidente d'honneur cofondatrice de l'Observatoire européen du plurilinguisme et c'est important parce que les langues sont importantes dans mon approche. Et enfin, je suis membre du comité scientifique de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences depuis une bonne quinzaine d'années, qui est une fondation que vous connaissez sans doute, qui travaille aussi depuis longtemps sur le droit animal. Tout à fait. Euh, voilà, alors, j'ai parlé de traduire les animaux, de traduction des animaux, et j'ai mis un sous-titre Défi interculturel, théorique et terminologique, parce que, effectivement, vous allez voir que nous allons parler beaucoup de culture humaine et animalière, de théorie peut-être un petit peu, en tout cas légèrement, on va dire, et de terminologie, parce que les termes, j'ai mis le focus sur cette question, puisque vous êtes des juristes, des avocats. Je pense Astrid que le Guillaume. parler juste est important pour vous lorsque vous plaidez. Et donc, je crois que bon, j'ai focalisé un petit peu sur ces questions. Bon, puisque vous avez parlé de votre compte Instagram, bah, je vous présente notre Société française de zoosémiotique a aussi des réseaux sociaux. Nous avons un site internet Aussi, que nous non, mettons non, à merde. jour régulièrement, une page Facebook, Twitter ou X aussi, et puis une page LinkedIn. D'ailleurs, je remercie Sophie Lage et Pauline de Pierre-Fix qui m'aident formidablement pour la gestion de ces trois comptes. C'est un travail, je vous préviens, qui est quand même assez lourd, qui doit être fait au quotidien. Donc, si vous voulez vous lancer dans cette aventure, il faut vraiment bien être conscient que ça prend quand même un petit peu de temps si on veut avoir pas mal d'abonnés. Ce qui est maintenant notre cas, puisque nous existons depuis 2018 et en quelques années, nous avons quand même réuni 2 cas d'abonnés, ce qui est pas mal pour une société savante. Donc, je vous invite à aller voir notre organisation et nos membres qui sont des chercheurs et des chercheuses prestigieuses, de jeunes docteurs ou des doctorants et doctorantes dans différentes sphères scientifiques. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment nous sommes nés. C'était à la base ces 2 articles que vous connaissez, j'imagine, puisque vous êtes juriste. Vous connaissez bien sûr l'association L214 qui porte son nom à partir de ces articles-là, et en particulier le premier. Donc, le premier, tout animal étant un être sensible, doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Pour moi, c'est un point très important et j'ai souligné être sensible parce que nous allons voir que la terminologie est peut-être pas la bonne. En tout cas, elle n'est pas toujours très bien traduite et on peut dire mieux, on peut faire mieux sur ce plan. Ensuite, le second article, c'est il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité. Donc là, on parle de bien-être animal, de maltraitance animale, mais on n'évoque pas tous les animaux, puisqu'on ne parle pas des animaux sauvages libres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas apprivoisés. Vous en avez parlé un petit peu, c'est ce qu'on appelle aussi les animaux liminaires. Donc je vous expliquerai un petit peu ce que c'est que les animaux liminaires. Donc, comment la zoosémiotique a émergé il y a quelques années? Elle est apparue d'abord dans les facultés des lettres et en sciences du langage. Comme je l'avais mis dans mon résumé, les animaux existaient auparavant dans les facultés des lettres, mais seulement sous la forme de littérature, de personnages de fables ou d'œuvres d'art ou de sculptures, mais ils n'existaient pas en tant qu'êtres vivants. Et pour une raison simple, c'est que là où ils auraient pu exister éventuellement, c'est en sciences du langage et en philosophie. Et en philosophie, bon, il n'y a pas eu beaucoup d'ouverture depuis Descartes sur les animaux pensants. Donc, on a eu quelques philosophes qui émergent, comme Florence Burga, Corinne Pelluchon, ou bien d'autres doctorants qui sont en train de soutenir leur thèse en philosophie ou qui vont la soutenir. Mais c'est quand même très récent. Bien si, bon, il y a quand même eu des grands philosophes comme Pythagore ou d'autres sous l'Antiquité qui étaient en faveur des animaux, bien sûr, mais dans les universités actuelles, c'est assez rare encore. Et en sciences du langage, eh bien, les sciences du langage étaient réservées aux humains, puisque seul l'humain avait été doté de langue, de langage. Donc, les animaux n'avaient pas vraiment de possibilité d'entrer dans une faculté des lettres ou dans une UFR de faculté des lettres, dans la mesure où les animaux vivants n'y avaient pas leur place. Donc, on a réussi à les faire entrer finalement, et ça a été un coup de force, je dois le dire, parce que ce n'était pas évident au départ, par le biais de la sémiotique. Donc, la sémiotique, c'est l'étude des signes, à ne pas confondre avec la sémantique, qui est l'étude du sens. Donc, bien sûr, la sémiotique, c'est de la sémantique, mais la sémantique n'est pas toujours de la sémiotique. Donc, la sémiotique, étude des signes. Donc, la zoosémiotique, c'est l'étude des signes émis par les animaux. C'est très proche finalement de la sémiotraductologie, puisque la sémiotraductologie, c'est l'étude des transferts sémantiques traductologiques, donc implicite, la structure, le transfert d'un point A vers un point B au niveau traductologique. Et si on l'applique à l'animal, ça va faire de la zoosémiotraductologie, c'est-à-dire comment traduire les signes des animaux. Tout cela implique une zoolinguistique qui va introduire de nouveaux termes, donc des terminologies pour parler des animaux, ce que l'on appelle donc la terminologie ou la zooterminologie ou la terminologie appliquée aux animaux, ce qui implique éventuellement aussi d'en créer de nouveaux comme la néologie. Donc voilà un petit peu les termes, je dirais, les plus barbares pour ceux qui ne connaissent pas la sphère que je vais employer, mais globalement, voilà, ça ne va pas aller vraiment au-delà. Je pense que vous allez tous pouvoir suivre facilement. Donc, je vais parler en 3 points très rapidement, un petit plan en 3 points. Premièrement, traduire. Deuxièmement, traduire quoi? Le monde. Et troisièmement, traduire qui? Eh bien, les animaux humains, puisque les humains sont des animaux, et puis les animaux non humains. Donc, finalement, on va pouvoir éventuellement traduire tout. Il faut seulement savoir ce que signifie traduire. Traduire au premier sens du terme, ça veut déjà dire comprendre, c'est-à-dire comprendre les animaux, c'est aussi rendre un transfert du sens d'un point A vers un point B. Donc, c'est un transfert sémantique, que ce soit pour les humains ou pas. Le monde, bah, c'est potentiellement tout, c'est-à-dire du mot au signe, du macrocosme au microcosme, le contexte finalement. Hein, on traduit toujours quelque chose dans une culture, qu'elle soit humaine ou animalière. Et puis enfin, les animaux humains et non humains, c'est-à-dire langage et langue, intraspécifique, c'est-à-dire entre espèces de la même espèce, c'est-à-dire intraspécifique. Interspécifique, c'est entre espèces différentes. Et métaspécifique, ça va être tout ce qui est autour, la terminologie et tout ce que l'on va créer autour des langages et des langues. Et en réalité, nous verrons que tout est traduction. Lorsque je travaille en traductologie avec mes étudiants et mes étudiantes, j'aime bien utiliser ces deux tableaux de Mondrian. Je dis toujours que quand on traduit,
on traduit premièrement mot à mot quand c'est possible, phrase à phrase quand c'est pas possible de traduire mot à mot, et puis quand c'est pas possible phrase à phrase, on part sur culture à culture. Dans tous les cas, on va traduire sens à sens, et c'est toujours le sens qui prime. Donc, on va avoir deux tableaux de Mondrian avec les mêmes couleurs, mais ils ne seront pas disposés de la même façon dans le texte cible. Eh bien, c'est comme ça, en tout cas, que l'on travaille en traductologie et en traduction humaine quand on traduit des cultures humaines. Mais finalement, ce ne sera pas tant différent quand on va traduire des cultures animalières. Donc, la sémiotique va réunir, bien sûr, l'implicite, le non-dit, le métatexte, le visuel, le paratexte et tout ce qui relève des cultures humaines comme la symbolique et toutes les formes de symboles. La traductologie va réunir des théories de la traduction, c'est-à-dire des processus de transfert sémantique qui sont relativement abstraits mais qui ont des applications pratiques. Et la zoosémiotique, ça va être exactement la même chose. Ça va être l'implicite, le non-dit, le visuel, les contextes, les habitats, les cultures animalières, parce que oui, les animaux ont des cultures qu'ils se transmettent. Et la zootraductologie, ça va être les théories de la traduction appliquées aux animaux, les processus de transfert sémantique appliqués aux animaux lorsqu'ils échangent entre eux au sein d'une même espèce ou entre plusieurs espèces. Donc finalement, le processus sémiotique et traductologique est strictement identique, que ce soit sur des animaux ou des humains, avec la différence que nous n'avons pas de texte. Et c'est ça aussi qui a nui à l'intelligence animale, c'est qu'on attendait qu'ils écrivent des textes. Hein. Ça a été souvent ce qui a été reproché par les philosophes, mais il y a d'autres formes d'intelligence que celle qui est strictement réservée aux humains. Donc, la sémiotraductologie va s'intéresser au processus de transfert du sens entre sphères sémiotiques, les sphères sémiotiques étant implicites ou explicites, et vont relever de l'encodage et du décodage des signes entre langues cultures. Et à mon sens, les langues cultures peuvent également s'appliquer aux animaux. La relation entre les signes verbaux et non verbaux, donc verbaux, ça va être des sons qui font sens et qui génèrent une action. Donc, ça peut exister également chez les animaux, ça existe chez les humains évidemment, mais chez les animaux aussi. Et leur modalité de transfert, c'est-à-dire comment ils vont les exprimer. Ensuite, les équivalences entre systèmes sémiotiques différents, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes contextes, les mêmes Umwelt, les mêmes façons de créer, de voir les choses. Et puis, les espaces de création et de réception, donc texte source, texte cible en traduction humaine, mais également, c'est le cas pour les animaux. Donc, on va parler de traduction et de sémiotique des cultures humaines et non humaines. Et donc, à la Sorbonne, avec mes doctorants et doctorantes, souvent, on fait des ateliers de sémiotique des cultures humaines et non humaines. Une fois tous les ans ou tous les 2 ans, on se réunit autour des sémiotiques des cultures humaines et non humaines. Donc, le troisième point, c'est animal humain et non humain. Donc, j'ai fait une barre qui sépare ces deux univers, mais je l'ai faite en pointillé parce que vous allez voir qu'elle est finalement très poreuse et qu'il ne faudrait surtout pas qu'il y ait cette frontière puisque nous vivons ensemble et il faut apprendre justement à mieux vivre ensemble. Et ce sera ma conclusion dans quelques minutes pour vous expliquer comment justement on peut mieux vivre ensemble entre animal, humain et non humain. Donc, il y a eu des termes qui fâchaient et qui fâchent encore, et ça a été finalement l'émergence de ma colère, et qui a fait aussi que je me suis lancée dans cette aventure de zoosémiotique avec toute une équipe de chercheurs et de chercheuses formidables, parce qu'il y avait des termes qui passaient mal, comme la pensée animale, l'intelligence animale, l'émotion animale, la sensibilité animale, la conscience animale, le langage animal, je pourrais ajouter les langues animales, et la sentience animale, je peux mettre tout cela au pluriel, ont toujours posé problème et posent encore problème dans certaines sphères. Donc, tout cela relève finalement en sciences du langage de la terminologie, de la lexicologie, de la néologie et de la sémantique. Et en ce qui nous concerne, ça va surtout concerner la sémiotique. Alors, ça pose problème finalement en France, mais ça ne pose pas de problème partout, parce que quand on regarde en Allemagne, on n'a pas de problème pour utiliser le mot Sprachen, c'est-à-dire les langues, die Sprachen der Tiere, c'est-à-dire les langues des animaux. C'est utilisé sans difficulté. Alors, je n'ai jamais compris pourquoi c'était aussi bloquant en France. On parle sans problème en Allemagne de die Intelligenz der Tiere, c'est-à-dire l'intelligence des animaux, et comment les animaux pensent et ressentent, enfin fühlen und denken, ressentent et pensent, que les animaux pensent, Tiere denken,
ou bien comment les animaux pensent-ils, wie Tiere denken, ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas de blocage dans certains pays, il y en a beaucoup plus en France. Donc, ça a fait que lorsque j'ai pensé la création de la SFZ, de la Société française euh, de sémiotique, j'ai développé avec l'équipe 5 axes de recherche où finalement tout le monde peut se retrouver, c'est-à-dire tous les champs académiques. Donc là, on a dans ces 5 axes les langages interspécifiques, c'est-à-dire entre espèces différentes. C'est surtout les éthologues, les vétérinaires qui vont étudier les 2 premiers axes, langage intra et interspécifique. Les langages métaspécifiques, ça va tout être les linguistes, comme c'est mon cas, et puis comme c'est le cas d'une bonne partie de l'équipe. La sémiotique des cultures animales non humaines, c'est toutes les transmissions de pratiques chez les animaux. Bah, ça, c'est quand nous sommes sur le terrain, ce qui m'arrive régulièrement. Je suis régulièrement sur un terrain de recherche en Normandie ou ailleurs, et je vais vous expliquer, je vais vous montrer où et ce que je fais. Et puis la sémiotique des cultures animales humaines, non humaines, c'est là que le droit entre en SFZ, c'est-à-dire bah, il y a la société en général, l'histoire, l'art, la littérature, la robotique, l'intelligence artificielle et bien sûr le droit. C'est pour ça que nous avons dans notre équipe des juristes également. On n'a pas que des gens qui s'occupent de sémiotique ou d'animaux comme les éthologues ou les vétérinaires, on a aussi des juristes que je présenterai en fin de conférence parce que je pense que leur approche pourra également vous intéresser si vous voulez les rencontrer. Donc, la zoosémiotique de Umberto Eco, qui est quelqu'un que vous connaissez très certainement par le biais du nom de la rose, mais qui est avant tout un grand professeur de l'Université de Bologne, qui était médiéviste, sémioticien, traductologue et philosophe du langage. Donc, c'est quelqu'un qui avait une connaissance assez complète. Et il a dit, finalement, la seule chose qui paraît indiscutable, c'est l'activité de signification. Il est commun aux humains. Et la zoosémiotique s'interroge pour savoir si ce n'est pas aussi le fait de nombreuses espèces animales de produire des événements physiques ou d'avoir la capacité de Non, qu'est-ce qu'il y a? Ça marche pas. physique, etc. Donc en fait, ce qui est très important avec Umberto Eco, c'est qu'il a donné sa part d'importance au silence. Le silence qui est également une façon de s'exprimer chez les humains. Un humain qui se tait parle tout autant qu'un humain qui parle, mais les animaux ont tendance à bien sûr s'exprimer quand ils se sentent en confiance, mais majoritairement ce n'est pas le cas et c'est aussi pour cela qu'ils se taisent. Et donc quand ils sont silencieux, il faut essayer de savoir pourquoi. Alors, traduire en mots les expressions des émotions, c'est d'abord un langage corporel et sonore pour chaque espèce et pour chaque individu. Donc, quand on voit ces différentes photos de chats, on arrive, quand on connaît bien les chats, à décrypter tout de suite le bien-être, le mal-être, l'expression, l'émotion que ces différents chats et chattes peuvent exprimer. De même, les gens qui sont plus chiens vont tout à fait comprendre les langages corporels faciesques des chiens. Et ça, c'est aussi l'une des parties intéressantes de la zoosémiotique, c'est d'essayer de traduire ces expressions, de trouver des mots. Quand il n'y a pas de mots, souvent il y a une absence lexicale, sémantique, sémiotique, phonétique, pour créer justement une zoolinguistique, c'est-à-dire une linguistique générale appliquée aux animaux. Alors, moi là, je montre des chats et des chiens parce que ce sont peut-être les animaux que tout le monde peut connaître facilement, mais il est évident que tous les animaux sont concernés. Nous avons d'ailleurs, avec Pauline de Pierrefix, qui est là ce soir, une spécialiste des insectes. Donc, l'entomologie est également étudiée à la SFZ parce que les insectes aussi expriment des émotions, souffrent et puis, ont également un langage. On a découvert que les abeilles avaient un langage 3D et que donc il était possible de le décoder également. Alors, on a souvent dit que bon, les animaux n'avaient pas de mots, et pourtant, de plus en plus, au contraire, on a des spécialistes, en particulier aux États-Unis, qui ont défini que justement, les animaux, en fonction de leurs espèces, pouvaient avoir un propre langage de 100 mots pour décrire des situations de leur quotidien. Donc là, on a un chercheur qui travaille en biologie
et qui, mine de rien, fait de la zoosémiotique sans le savoir. Pareil pour les primates. Pour les primates, on a déjà les primatologues et les anthropologues. Le vice-président de la SFZ est un primatologue à la base. Il y a également dans le comité d'honneur Marie-Claude Bonsel qui a beaucoup travaillé avec les primates et vétérinaires. Et bon, on se rend compte petit à petit qu'on a découvert une syntaxe pour les primates et que on peut presque apprendre à parler le singe. On a développé finalement une espèce de vocabulaire qui permet de comprendre les actions, les descriptions et les interactions entre primates. Donc là, on est vraiment sur de l'intraspécifique qui est déjà assez bien répertorié finalement. Il y a des mots de gibbon. Pardon? Oko, bong, ok. Il Oui, y a alors voilà. Je ne sais pas, quelqu'un intervient. un- Donc ensuite, on a bien sûr les cétacés. Alors pour les cétacés, on a aussi un spécialiste des cétacés dans l'équipe. Les cétacés, à la base, on pensait qu'ils chantaient. En fait, le mot chant est souvent utilisé pour décrire les expressions sonores de tous les animaux d'ailleurs, hein, parce que les oiseaux chantent, les criquets chantent, les baleines chantent, tout le monde chante, ce qui est un petit peu pauvre finalement. Mais en fait, ils ne chantent pas forcément. Je pense qu'effectivement, parfois, ils chantent, mais ils ne font pas que chanter. Ils échangent aussi des informations et tout cela est décodé. D'ailleurs, on a bah là ce soir José Coche qui est là et Olivier Adam qui est spécialiste des cétacés à Sorbonne Université qui essaie justement actuellement de décoder grâce à l'intelligence artificielle tous les sons exprimés par les cétacés en utilisant bon, bah, tout ce qui est phonologie et puis réunion de sémantique, de colocation pour essayer de casser finalement le code de ces expressions qui font sens évidemment. Donc finalement, on est dans des transmissions culturelles et interculturelles, puisque lorsque les animaux s'expriment ou bien chantent, disons-nous, parce que bon, parfois ils chantent effectivement, eh bien il y a une transmission. Donc je ne suis pas peu fière de dire que introduit au sein du ministère de la Culture la notion de culture animalière lors d'un colloque où le ministère de la Culture, la délégation à la langue française et aux langues de France m'avait demandé de prendre en charge une table ronde, ce que j'ai accepté à la seule condition d'introduire la notion de culture animalière et ce qui a été accepté et j'en suis très contente en fait que le ministère de la Culture qui s'occupait majoritairement que des cultures humaines ait accepté d'être à la tête d'une table ronde sur les cultures animalières. Donc l'ouvrage se trouve sur le site de la SFZ, c'est la traduction interculturelle et culturelle animalière. Et donc, finalement, traduire les zoolangages et les zoolangues intraspécifiques ou interspécifiques, c'est surtout regarder du visuel. Lorsque l'on a des chats, on sait très bien comment interpréter le bien-être, le mal-être, le fait que l'animal est peureux, stressé, agressif, détendu. Il suffit d'observer. On dit que les chats ne sont pas très expressifs par rapport aux chiens. C'est totalement faux. Les gens qui ont des chats savent très bien qu'ils sont au contraire très expressifs, surtout les siamois, et qu'il est assez facile de les comprendre finalement et de se faire comprendre d'eux. Donc, dans ce contexte, comme je vous l'ai dit, j'ai cofondé l'Observatoire européen du plurilinguisme. On s'est interrogé sur le bilinguisme, le plurilinguisme et les langues universelles des chats et des autres animaux. Et finalement, est-ce que c'était international ou bien au contraire, est-ce qu'il y a des variations en fonction des maîtres, en fonction de l'éducation, en fonction des interactions? Et au bout du compte, tout cela est très important pour le bien-être animal, parce que à partir du moment où on comprend le caractère d'un animal, il y en a qui sont très expressifs, d'autres qui sont très peureux, très timides. On comprend dans quelle situation il se trouve. En tout cas, lorsque un chat réclame à manger, par exemple, bon, ils ont à peu près tous et toutes la même façon de le faire. Donc ça, on va dire que c'est un petit peu universel. Mais dans d'autres situations, au contraire, il y a vraiment des formes d'individualité à découvrir et à recenser. Alors, comment en parler? La langue française est très, très riche.
sur ce plan. Il y a beaucoup de vocabulaire. On dit que les oiseaux chantent, mais en réalité, là, je vous présente une ribambelle de mots que l'on pourrait utiliser très précisément si seulement on les connaissait. Et ces mots-là, finalement, qu'est-ce qu'ils font si ce n'est exprimer des émotions, des situations du quotidien, des oiseaux, là en l'occurrence, mais pas que, hein, c'est le cas aussi pour d'autres animaux. Et bien sûr, c'est le cas dans toutes les langues. Donc là, je vous ai mis différentes langues, le néerlandais et l'allemand, mais tous les animaux vont avoir d'autres façons de s'exprimer et les humains d'en parler. Donc, si vous voulez, la zoosémiotique et la zoolinguistique sont extrêmement liées. Et je parlais tout à l'heure des chants. Alors, on parle des chants des oiseaux, des grillons, des baleines. Ça m'a amené à rencontrer l'équipe des éthologues de Nanterre, sous l'égide de Michel Holzer, qui fait partie de la SFZ également et qui est le père de l'éthologie en France. Il aime bien dire qu'il est maintenant le grand-père, mais il est le père de l'éthologie en France. Et il a beaucoup travaillé justement sur les oiseaux. Et vous voyez que quand on étudie de près les oiseaux ou même les criquets, on voit très bien qu'il y a des interactions, des stimuli qui sont très intéressants sur les chants d'appel, les chants de cours, les chants de rivalité, etc. Pour les cétacés, on a longtemps utilisé des espèces de mandalas, en quelque sorte, hein, pour présenter les sons des cétacés, parce qu'on n'arrivait pas vraiment à les configurer. Donc justement, maintenant, j'ai bon espoir qu'avec l'équipe qui travaille sur les cétacés, avec José et Olivier, on puisse avancer sur ces dossiers qui sont vraiment très attendus. Et je pense que vraiment traduire les animaux n'est plus un rêve, mais va bientôt devenir réalité. Alors maintenant, il faut pouvoir définir toutes ces émotions. Donc quand on regarde par exemple le chat, moi qui travaille beaucoup sur les chats et avec les chats, quand on voit les ronronnements, les gens qui ont des chats savent très bien qu'il y a différentes sortes de ronronnements. Il n'y a pas qu'un seul ronronnement. Seulement, il n'y a qu'un seul mot pour en parler. Il y a le ronronnement de peur chez le vétérinaire, il y a le ronronnement d'amour, il y a le ronronnement qui réclame de l'attention, il y a le ronronnement qui est un ronronnement d'énervement, le ronronnement du chat malade qui essaie de se calmer de sa maladie, ou le ronronnement du chat mourant. Et tout ça, ça doit être nommé. Et c'est ce que je fais avec le ministère de la Culture et la délégation à la langue française et aux langues de France pour créer finalement des néologismes autour des attitudes, des émotions des animaux, parce que si on ne les nomme pas, elles n'existent pas. C'est-à-dire que là, je suis un petit peu nominaliste, médiéviste de formation. Donc, évidemment, il faut nommer les choses pour les faire exister. Et tant que nous ne les nommons pas, eh bien, elles n'existent pas. Donc, je suis en faveur d'une création assez importante de néologismes pour créer les émotions, pour nommer les émotions des animaux. Donc là, je vous présente l'une de mes doctorantes. Je ne pense pas qu'elle soit là ce soir, mais en tout cas, elle est maintenant docteure, Pauline Delahaye, qui est donc la secrétaire de la SFZ, qui a fait une thèse de doctorat, la première thèse de doctorat en sémiotique en Sorbonne. Et pendant sa thèse de doctorat, eh bien, dans le jury de soutenance, il y avait aussi bien des linguistes de faculté des lettres, c'est-à-dire des sémioticiens, que des vétérinaires, ce qui était assez unique en Sorbonne en faculté des lettres. C'était même la première fois que ça arrivait. Et c'est pas évident parce que c'est un sujet très nouveau, c'est une approche transdisciplinaire très nouvelle. Et donc, Pauline dit que jusqu'il y a peu, en effet, l'animal en linguistique n'était pas considéré comme un sujet digne et porteur. Le choix d'une thèse de doctorat en zoosémiotique est un défi académique, conceptuel et méthodologique. Et je confirme que c'est effectivement un petit parcours du combattant, mais qui donne vraiment beaucoup de satisfaction parce que là, on est vraiment dans l'innovation scientifique. Donc, je vous encourage à lire sa thèse de doctorat qui a été publiée aux presses universitaires de Rennes, Des signes pour le dire, études sémiotiques des émotions complexes animales, donc qui a été aussi traduit en partie en anglais en 2019. Donc finalement, si on veut faire entrer les animaux en sciences du langage, il faut se poser la question de savoir si on va avoir les mêmes champs d'approche que pour les humains,
c'est-à-dire la phonétique, la phraséologie, la lexicologie, la terminologie, la sémantique, la dialectologie, le plurilinguisme, la traductologie, etc. Et oui, il se trouve que si on applique tous ces champs de la linguistique générale aux animaux, je pourrais même ajouter la morphologie, eh bien, ça fonctionne pour les animaux, puisque on arrive à identifier des phrases, des syntaxes, des grammaires, des variantes dialectales, en particulier pour les animaux les plus grands voyageurs comme les loups, les oiseaux ou les cétacés. On a vraiment des dialectes et des formes de plurilinguisme qui émergent. Donc la question de comment traduire, c'est se poser la question de que comportent les définitions, comment qualifier ces émotions et les émissions sonores émises par les animaux, et comment les traduire en mots quand on est dans des émotions vraiment très intenses. Donc là, je vais vous parler du mot sentience, puisque pour reconnaître le langage animal, ça a été extrêmement difficile. Le langage animal, c'était un petit peu antagonique, un antagonisme de fond, puisque on parlait surtout de langage et de langue pour les humains. Cependant, on commence à voir dans des définitions en ligne des définitions qui introduisent la notion de langage animal, et ça a été l'une de mes grandes réjouissances, parce que petit à petit, dans les définitions du mot langage, on ajoute langage animal. Alors, la question est de savoir ce que l'on met derrière langage animal. Ça, c'est pas forcément évident. On va voir un petit peu ce qui se cache derrière. Mais déjà, le mot apparaît et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors, ce qui est surtout étonnant, c'est que si vous regardez Wikipédia et la version anglaise, qui n'existe pas en français, on a une entrée de animal language, animal communication, ce qui n'existe pas dans la version française, c'est pas traduit en plusieurs langues, mais pas en français. Donc, ça prouve qu'il y a encore, même sur une approche wikipédienne grand public, très grand public, des problèmes pour introduire la notion de langage animal en français, en France, dans la francophonie. Alors que dans les sphères anglo-saxonnes, on parle déjà de animal cognition, communication, consciousness, culture, bioacoustics, biosemiotics, zoosemiotics, etc., human-animal communication, linguistics. Donc tout ça, ce sont effectivement des champs de recherche de la zoosémiotique, tout comme origin of speech, origin of language, parce que parfois on compare finalement l'origine des langues humaines avec les origines animalières. Donc du coup, tout cela m'a amené à écrire un article que j'ai intitulé Zoolangage, zoolangue, zoodialecte, précision contextuelle et définition, qui a été publié en 2021 sur le site de l'Institut Ferdinand de Saussure, qui est un site de linguistes sous la direction de François Rastier. Et lorsque j'ai écrit cet article, bien sûr, comme pour tous les articles, il fallait faire un résumé et il fallait faire un résumé en anglais avec des mots traduits en anglais. Et là, les problèmes ont commencé parce que langage et langue, bah, ça n'existe qu'en français, cette nuance sémantique. C'est-à-dire qu'en anglais, on dit que languages. Et pour trouver la traduction de langage et de langue, la différence entre langage et langue n'est pas évidente. Et si je pose la question comme ça au hasard, je vous défie de me donner une définition très, très claire. Donc, pour traduire ça en anglais, les Anglais disent, et les Allemands disent tout le temps Sprachen, les Anglais disent languages. Donc, j'ai traduit zoolanguages en zoo-expressions et zoolangue en zoo-languages. Alors, les dialectes ne posent pas de problème, les plurilinguismes ne posent pas de problème, la traductologie ne pose pas de problème, le reste ne pose pas de problème. Le problème qui est typiquement français, c'est langage et langue. Donc, il m'a fallu définir finalement la notion de zoolangue, de zoolangage et de zoodialecte. On est parti donc sur la notion de zoolangage qui serait innée, qui représente toutes les formes de comportement quand les missions de sens propre à une espèce. Et la zoolangue est acquise, c'est-à-dire qu'elle va évoluer avec le temps, avec les interactions, avec les maîtres. J'aime pas trop ce mot, mais moi je dis les parents, vu que ce sont mes enfants. Mais disons que en fait, les langues sont apprises
hein. Un animal qui n'aura pas eu accès à un langage, à une émission sonore de ses parents, il sera beaucoup moins bavard qu'un autre qui aura été éduqué par des parents. D'ailleurs, c'est le cas quand on isole les petits des oiseaux. Ils n'apprennent pas toujours ils ne comprennent pas toujours, ils n'arrivent pas à parler en fait. C'est-à-dire que l'éducation doit passer par les deux parents. C'est surtout flagrant chez les oiseaux. C'est également le cas chez les chats, chez les chiens aussi en fait. Donc le langage, pour faire court, ça va être tout ce qui est visuel. Par exemple, tous les chats font le gros dos quand ils ont peur. Ça va être corporel, ça va être bon, cracher, ça c'est propre à un chat qui est en colère. Et la langue, ça va être toutes les émissions sonores qui font sens et qui sont différentes d'une race de chat à l'autre. Par exemple, les Siamois n'ont pas la même langue que les Européens et n'ont pas du tout la même voix, le même timbre de voix. En fait, tout ça, ça implique de prouver que effectivement, nous sommes sur des différences d'attitude et de caractère. Donc, fait, le zoodialecte, ça va être toutes les variations sémantiques en fonction des régions. C'est le cas, comme je le disais tout à l'heure, donc des oiseaux, bien sûr, des cétacés et des loups. Enfin, tous les animaux qui voyagent vont avoir des dialectes. Donc, ça pose la question de cette notion de sentience ou sensible. On avait vu dans l'article L214 qu'on parlait de sensible. Les animaux sont des êtres sensibles. En réalité, est-ce qu'ils sont sensibles ou est-ce qu'ils sont sentients? Donc, la sensibilité, ça va être une faculté de sentir, et la sentience, c'est plutôt une capacité de ressentir. Donc, ça existe en anglais, c'est un mot qui est d'origine latine, mais qui a fait sa vie dans les pays anglo-saxons, qui est très connu en anglais, qui existe en italien, qui existe en allemand, qui vient de l'ancien français, hein. En fait, c'est une substance sensive qui vient également du mot escient et sciemment, c'est-à-dire intelligemment. Dans le mot sentience, il y a la notion d'intelligence, de savoir, c'est le sachant, le voulant, et c'est un mot qui émerge autour du XVIIe siècle avec un sens qui va être plutôt l'idée de feel en anglais, c'est-à-dire sentir. Ensuite, il va vraiment faire sa vie dans les pays anglo-saxons, donc il va être adverbe, adjectif, il va avoir le sens de conscient, mais pas complètement. À partir du 19e siècle, il est un petit peu un équivalent de conscient, et petit à petit, il va avoir un glissement sémantique très intéressant et une petite forme de polysémie, mais beaucoup moins que le mot sensible. À ne pas confondre avec le mot conscient. Le mot conscient qui est avec connaissance, hein, conscienta, avec science en quelque sorte, qui va donner en allemand Vernunft, et Vernunft en allemand médiéval, en Wissenheit, en fait, au XVIe siècle, ça va être mit Wissen, c'est-à-dire avec le savoir. C'est la notion de connaissance et de la conscience de cette connaissance. Donc, comment traduit-on finalement ce terme sentient being que l'on trouve dans le traité d'Amsterdam, par exemple? On va le trouver traduit en français par être sensible, ce qui est une traduction erronée, qui est incomplète. Être vivant, doué de raison, doué de sensations, conscient, animaux sensibles, être quelqu'un, être vivant, sensible. En gros, on ne sait pas traduire en français sentient beings. On ne sait pas le traduire. On le traduit de manière erronée par être sensible, mais il y a un très gros flottement sémantique. Alors, par exemple, si on regarde le traité d'Amsterdam, on va avoir les hautes parties contractantes désireuses d'assurer une plus grande protection et un meilleur respect du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, qui vient de a sentient being. Donc, effectivement, on traduit en français être sensible. Cependant, la sensibilité, c'est pas toujours traduit de la même façon vers l'anglais. Si on traduit dans l'autre sens, quand on veut traduire être sensible vers l'anglais, on va trouver sensitive soul, sensitive person, being, sensitive, sentient being, c'est autre chose finalement. Donc, le gros problème pour les textes juridiques, et pour vous qui êtes juriste, vous devez y être sensible, c'est le cas de le dire, c'est très important de bien préciser les traductions. Donc, pour sentience, on n'a pas le terme actuellement,
On a un équivalent sensibilité sensible, être ressentant. Donc, il faudrait redéfinir le mot sentience, ce qui a été fait fort heureusement. Donc, la sensibilité, pour comparer les deux termes, c'est beaucoup de choses et c'est d'ailleurs ça qui nuit au mot, c'est qu'il a une très forte polysémie et que plus un mot est polysémique, plus finalement il génère des imprécisions dans les emplois. On utilise sensibilité aussi bien pour la neurologie, la télécommunication, un appareil de musique, un instrument de musique, un appareil qui va tester la météorologie. Bref, sensibilité, tout est sensible, pour ainsi dire. Alors que la sentience, c'est central en éthique animale. Un être sentient ressent la douleur, le plaisir et diverses émotions. Il est capable d'éprouver des choses subjectivement, d'avoir des expériences. Un être sentient est un être évidemment conscient et il est capable d'éprouver douleur et plaisir. Donc en fait, quand un être est sentient, ce qui lui arrive lui importe. Donc ça, c'est quand même une très grande différence avec l'être sensible, puisque finalement, quand on est sensible, éventuellement, on est sensible qu'au chaud et au froid. Donc on va avoir la sensibilité et la sentience qui vont se retrouver dans différents domaines, mais la sentience, on va le trouver en éthique, en religion, en philosophie. Et pour le bien-être animal, le BEA, donc là, c'est CIWF qui avait travaillé sur le mot sentience, on peut voir dans quel domaine on retrouve le mot sentience. Donc, ça va être dans différentes formes de reconnaissance des autres, d'enseignement des parents aux petits ou de la mère aux petits, du choix des aliments, par exemple, c'est de la science aussi, de connaissances, de tirer des leçons de vie, de choisir différents objets au quotidien pour comprendre si c'est utile, comme on le voit souvent pour les corps vidés, ou bien de comprendre les relations sociales et des comportements d'autres individus, entre autres. Donc, il y a énormément d'animaux qui sont sentients. Ce n'est pas seulement les mammifères. Les oiseaux, les poissons, certains insectes peuvent très bien être sentients. Donc, on voit tout animal être un être sensible. Est-ce qu'il faut placer sensible au même niveau que sentient? Donc, dans ce contexte, que se passe-t-il avec les animaux sauvages, libres? Que se passe-t-il avec les animaux liminaires, avec les ésodes qui sont dits nuisibles, donc les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, hein, les fameux nuisibles, comme on en parlait tout à l'heure, les rats ou les pigeons, etc. Ils n'ont pas véritablement leur place dans cette approche des animaux sensibles qu'il faut protéger, puisqu'on peut torturer un animal sauvage et libre à loisir et sans être pénalement puni. Donc, les animaux liminaires, c'est aussi l'un de mes sujets de recherche. On en a vu pendant le confinement, vous vous souvenez, à Paris, les animaux liminaires, ce sont les animaux sauvages qui approchent de nos habitations. Donc, on les voyait dans les villes. Ce sont les animaux liminaires, qui franchissent une limite pour rapprocher l'habitat des humains. Alors, il y en a évidemment en ville, mais il y en a, donc là, vous parliez des rats tout à l'heure. Donc, Pauline Delahaye, ma doctorante, dont j'ai parlé tout à l'heure, mon ex-doctorante, qui est maintenant docteur, a étudié justement, a publié dans la collection zoosémiotique de la SFZ une étude de la cohabitation urbaine interespèces qui concerne donc les rats. Et donc, cet ouvrage, vous le retrouverez chez l'Harmattan. Il est tout à fait accessible actuellement. Et elle explique justement les différentes sortes d'animaux liminaires, les invisibles, les ultravisibles, les grouillants, les intermédiaires. Et je pense que toute cette catégorisation serait très utile en droit pour justement nommer ces animaux plus précisément en fonction de leurs actions, de qui ils sont, de ce qu'ils font, et est-ce qu'ils nuisent vraiment et pourquoi, et ce qui se passe en fait, hein. Donc, je vous laisserai étudier cette diapositive. Moi, j'ai étudié les animaux liminaires des campagnes. Donc, il m'arrive très fréquemment de partir dans des lieux assez boisés, isolés, pour étudier les animaux qui approchent des habitations. Donc là, vous voyez un renard qui vient très, très proche.
Et puis là, ce sont des fouines, donc, ou des martres des pins plutôt. Donc, j'installe des caméras tout autour de la maison et puis je filme de jour comme de nuit les animaux qui passent, qui approchent, qui viennent manger éventuellement ou pas, et ce qui permet d'étudier les interactions intraspécifiques et interspécifiques. Alors, parmi les ésodes, le siège de la SFZ qui se tient à Paris, qui se trouve à Paris, a également des animaux entre guillemets nuisibles comme le jet des chênes, qui est le premier reboiseur de France et qui est un corvidé extrêmement intelligent. Donc là, vous le voyez en train de me regarder travailler en fait. Il vient, il s'installe et il me regarde au travail. Il me connaît et il fait même du troc avec moi, c'est-à-dire que parfois en échange d'un gland de chêne, il veut une cacahuète. Donc maintenant, j'ai compris le deal du troc et on fait très bon ménage et bon, je n'ai pas l'impression que ce soit un grand nuisible. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres oiseaux. Le siège de la SFZ, de la Société française de zoosémiotique, est un refuge LPO, Ligue de protection des oiseaux. Donc, on observe, c'est à Paris, et bien sûr, on observe les oiseaux des villes, donc les animaux liminaires des villes et des campagnes. Mais en ville également, donc à Paris, on voit aussi des fouines. Donc là, vous voyez dans le cœur de Paris des fouines qui passent. Donc ça fait aussi partie des travaux de la Société française de zoosémiotique. Donc finalement, ce que j'ai remarqué dans mes travaux sur les animaux liminaires des villes, alors j'ai un S dans mon diaporama qui s'est collé à la conjonction de coordination, je suis désolée. Donc il y a des animaux liminaires en ville et en campagne avec des limites qu'ils franchissent. Donc soit c'est le jour, la nuit, la lumière, l'obscurité, le bruit, le silence, les odeurs connues, odeurs inconnues, les franchissements d'herbes tondues, non tondues, les chemins de pierre, etc. Les surfaces, est-ce que c'est en surface ou sous terre, etc. Donc tout ça permet d'étudier très précisément les animaux liminaires. Alors le problème, c'est que la notion d'animaux liminaires n'existe pas véritablement dans le dictionnaire. Si vous regardez liminaire dans le dictionnaire, ça veut dire introductif. En français, c'est ça, une introduction, des propos liminaires, c'est-à-dire avant de commencer vraiment. En allemand, c'est pareil, on a einleiten, ça veut dire introductif, et puis en espagnol, c'est pareil. Donc c'est inapproprié finalement. C'est un mot qui est à traduire et qui est à définir, c'est ce à quoi on s'applique avec l'équipe. Finalement, moi, j'ai vu qu'il y avait des animaux domestiques qui étaient aussi dans une forme de liminarité, des animaux sauvages, mais également des animaux liminaires urbains ou en campagne, qui sont des ésodes ou non. Mais de toute façon, la liminarité, d'un point de vue juridique, est très importante à mon sens, parce qu'elle permettra de savoir de qui on parle et de ce que font ces animaux qui peuvent éventuellement être tués parce qu'ils franchissent la limite. Donc, finalement, tous ces mots, sentience, sentientismus, etc., existent dans beaucoup de langues. Ils prouvent que bien des animaux sont sentients. Alors, bien sûr, les mammifères et les primates le sont parce qu'ils sont très, très proches de nous. Les chats, évidemment, également. Donc là, quand vous voyez les expressions, on voit bien que ce sont des animaux qui n'expriment pas du tout les mêmes émotions. Les ésodes ou les animaux qualifiés comme nuisibles sont également des animaux sentients et pas que sensibles. Ils sont sensibles, c'est sûr, mais ils sont également sentients. Et donc, on se rend compte évidemment que les animaux sentients sont des individus avec des caractères, ils ont des personnalités uniques, des identités vocales, physiques, olfactives uniques. Ce sont donc des personnalités intelligentes qui communiquent entre elles et avec nous. Alors, j'ai été très contente puisque là, maintenant, le mot sentience fait sa vie en France. Il y a de plus en plus d'associations qui s'accaparent le mot et qui l'utilisent. Donc, on retrouve le mot sentience chez les gens qui travaillent sur la protection des animaux. Par exemple, le projet Méduse est un projet très intéressant qui a décrété que le mot sentience était le mot le plus important du monde. Et je partage cet avis puisque face au tout informatique, face à l'intelligence artificielle, à la robotique, finalement, la sentience, c'est ce qui qualifie le vivant et les émotions face à la robotique ou à l'informatique qui est justement pour l'instant dénuée d'émotions.
Donc, j'ai eu la grande joie aussi de voir entrer dans le Larousse le mot sentience, avec la définition sur laquelle j'avais travaillé avec le docteur Anne-Claire Gagnon, qui est vétérinaire, qui est spécialiste des chats. Donc, pour un être vivant, capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie. Donc, en 2020, non seulement le mot sentience est rentré dans le Larousse, mais il a été également sur la couverture du Petit Larousse, ce qui était une très grande avancée. Donc, la Société française de zoosémiotique, vous voyez, a ces 5 axes. Là, je vous ai surtout parlé du 3e axe, mais je pense que vous qui travaillez sur le droit, vous êtes vraiment ancré dans le 5e axe. La zoosémiotique, finalement, c'est comme pour les humains. C'est une question d'encodage, de décodage, de relation entre signes verbaux et non verbaux, d'équivalence entre systèmes et d'espace de création et d'émission, avec bien sûr une sémiotique des cultures humaines et non humaines. Donc, je vais vous parler un petit peu des ouvrages de l'équipe de la SFZ. Le mien, Faire sens, faire science, que j'ai co-dirigé avec Ria Kurzweste de l'Université de Bordeaux. Donc, Pauline Delahaye, mon ex-doctorante des signes pour le dire, qui a été vraiment très bien accueillie, qui a travaillé sur les émotions complexes animales. Mes doctorantes, Margot Delabroise, donc elle travaille sur une thèse sur langue propre ou langue intermédiaire dans les interactions interspécifiques humain-animal, étude de cas sur des chats domestiques. Sandrine Lage, qui est ici ce soir, travaille plutôt en zoolinguistique, c'est-à-dire l'inscription, tout ce qui concerne la manière dont on parle des animaux. Elle travaille sur la manière dont on parle des animaux marins, et plus particulièrement les cétacés dans la presse généraliste. Enfin, Meng Yunshu, qui travaille actuellement à enseigner une langue à un animal, entre autres un chien, et elle travaille sur la base de l'iconicité en codirection avec moi et Luca Nobile de l'Université de Dijon. Je renvoie également pour vous juristes peut-être à ce livre qui vient de sortir aux éditions Classique Garnier, La ménagerie théâtrale, dans lequel j'ai écrit un article intitulé Animal artiste et spectacle vivant, imaginaire, conséquences, perspectives, dans lequel je parle de la corrida, les taureaux del fuego, le rodéo, tous ces spectacles qui sont douloureux pour les animaux et qu'il serait évidemment souhaitable d'interdire le plus vite possible. Georges Chapoutier, neurobiologiste et philosophe, qui est le vice-président de la SFZ, qui travaille beaucoup aussi sur sauver l'animal, l'homme par l'animal, sur l'homme, l'animal et la machine, et qui se demande justement si ce n'est pas l'animal qui va sauver l'humain des machines. Donc, l'étude de la cohabitation urbaine interespèce de Pauline Delahaye, j'en ai déjà parlé. Et puis, pour vous juristes, pour aller plus loin, avec qui est membre actif de la SFZ, qui est membre de notre comité scientifique, qui est spécialiste en droit de la bioéthique et en droit animal, qui est membre de l'Institut universitaire de France et qui travaille donc sur le concept de One Health, une seule santé, humain-animal, sur le plan juridique, ce qui lui permet d'analyser des interactions entre santé humaine, animale et environnementale. On a fait 2 colloques dont la Société française de zoosémiotique était partenaire. Donc, les 2 livres sont sortis en 2023, La sensibilité animale et quels droits pour les animaux. Et le dernier livre, L'homme, l'animal et le robot, défis et perspectives, qui sortira en mars et que nous aurons l'occasion de présenter le 15 mai, pardon. Donc, il y aura un colloque qui sera ouvert à toutes et à tous. Vous pourrez venir, on présentera cet ouvrage dans lequel j'ai écrit un article dont je parlerai tout à l'heure. En fait, donc Aloïs Ken a fait la clôture de cette reconnaissance de la sentience animale et des droits des animaux. Donc, son discours de clôture, vous le trouverez sur YouTube. C'est un très beau discours de clôture que je vous encourage à regarder et à écouter. Donc, la sentience des animaux sauvages libres n'est pas reconnue par notre droit. Donc, besoin d'évolution du droit en faveur de plus de protection de l'animal sauvage libre. C'est l'une des questions que nous nous posons dans cet ouvrage.
Enfin, Jean-Marc Neumann, qui est juriste, membre du conseil d'administration de la SFZ, qui a sorti dans la collection zoosémiotique L'ours polaire et le droit. Donc, comment protéger par le droit international les ours polaires. C'était le premier livre sorti dans la collection zoosémiotique. Un nouveau livre sortira cette année sur le faucon cresserelle. Comment protéger le faucon cresserelle? Il sera préfacé par Alain Bougrain-Dubourg, qui est le président de la Ligue de protection des oiseaux. Donc, pour conclure, je pense que j'ai à peu près respecté les délais. Traduire, c'est comprendre, c'est transférer du sens vers du sens, et j'espère avoir réussi à vous en convaincre. Plutôt les apports de la linguistique et des sciences du langage aux sciences du vivant, au droit et au bien-être animal. Ça va être bien sûr de savoir étudier, analyser les signes émis par les animaux en lien avec les travaux des zootologues. Donc ça, c'est ce que nous faisons en tant que zoosémioticiens quand nous sommes sur le terrain. La lexicologie, ce sera de définir, redéfinir le lexique pour avoir une meilleure précision terminologique. La sémantique, c'est l'étude du sens. La néologie, créer de nouveaux mots pour avoir le plus de précision sur les émotions animalières et traduire, bien sûr, ces nouveaux mots dans toutes les langues. Dans l'ouvrage d'Aloïs Ken, qui sortira donc au mois de mars, qui est en précommande actuellement, vous pouvez le trouver en précommande en ligne, j'ai écrit un article qui s'appelle La Déclaration des droits de l'être sentient et l'humanimalisme pour le respect des humains et des animaux dans une société qui n'est pas, à mon sens, une utopie, mais qui pourrait se voir émerger un jour, l'humanimalisme étant un humanisme respectueux des animaux. Donc, cette déclaration des droits de l'être sentient, je l'ai reproduite dans cet article, mais vous pourrez également la trouver en ligne. Elle est en ligne sur le blog de Mediapart. Donc, avec toute une équipe de chercheurs et de citoyens, nous avons créé cette déclaration. Et moi, je me suis plutôt intéressée à créer l'article 10 de l'humanimalisme que je vais vous lire, qui est le suivant. Tous les êtres sentients ont droit aux liens interspécifiques fondés sur le respect dans un rapport d'égal à égal. Ces liens seront établis sur la découverte et la reconnaissance des intelligences, langages et sensibilités spécifiques. Ces liens générateurs de partage, de langage commun, de connaissance de soi et de l'altérité seront propices à l'édification d'une intelligence et d'une sentience commune. Cette intelligence et cette sentience commune auront pour vocation l'intérêt commun. Donc, je vous vois au site Twitter, à la page X de Humanimalisme, où liberté, égalité, fraternité est remplacée par liberté, égalité, humanimalité. Je vous remercie de votre attention et je termine cette petite conférence avec d'abord les liens vers l'avancement des recherches de la SFZ si vous voulez suivre nos travaux. Donc, on a une science participative, collaborative, Science Ensemble. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Et un petit clin d'œil à François Vaucluse quand il dit « Que disent les oiseaux ?» Ils chantent dans des langues anciennes que nous ne comprenons plus et qui disparaissent avec eux. Je vous remercie de votre attention. Non, je te prie. Tiens, tu as bien écouté, Myriam. Ouais. Et on va le débat maintenant. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si je peux y répondre dans la mesure du possible, on va peut-être Oui, couper une question qui me vient à l'esprit, lorsqu'on parle des animaux, lorsqu'on a des contacts avec eux, souvent nous utilisons l'expression « il ne leur manque que la parole ». Est-ce que cette expression courante a une signification pour vous? Elle m'énerve beaucoup parce que, à mon Oui. sens, les animaux ont la parole, ils s'expriment beaucoup. Il y a Boris Cyrulnik avec lequel je suis presque d'accord sur tout, sauf lorsqu'il dit que lorsque nous découvrirons que les animaux ont une pensée sans parole, nous aurons honte, ou je cite approximativement, non, je ne suis pas Oui. d'accord. En réalité,
ils ont une pensée, ils ont des langues, des langages, et justement, quand on les côtoie, on sait très bien qu'ils ont différentes façons de s'exprimer. Si je La peux me permettre, ce question, que je peux dire de Boris Cyrulnik quand il le dit, c'est quand la majorité des humains se rendront compte que les animaux ont, parce qu'ils l'ont, mais c'est que l'humain, lui, ne le reconnaît pas. Par contre, je voulais vous féliciter, franchement. Une pensée sans parole, donc je ne suis pas complètement d'accord. Enfin, oui. Voilà, mais ça veut dire que beaucoup de gens n'ont pas conscience qu'ils ont une pensée sans parole. Mais bon, leur parole est différente, puisque justement, il y a tous les effets physiques. Mais il y a aussi peut-être, est-ce que vous avez pensé à la télépathie animale? Alors, nous ne travaillons pas sur ce genre de sujet qui serait peut-être pas assez scientifique pour nous. Je sais Et qui qu'il y a pourrait des vous gens, aider. je sais qu'il y a des gens qui travaillent sur ces questions, mais nous, on se cantonne sur des enregistrements, des observations de terrain, des micros et des choses qui. Alors, bien sûr, les animaux comprennent nos émotions également. Ça, Oh, c'est aussi une forme de télépathie. C'est-à-dire que comme ils ont une excellente ouïe, bien souvent, ils entendent nos battements de cœur et ils savent très bien si nous sommes tranquilles, si nous sommes stressés. C'est particulièrement clair quand on nage, on fait de la plongée et qu'on croise des requins ou des dauphins. Ils ont une perception de nos battements de cœur qui est vraiment très fine et il vaut mieux rester très calme devant ce genre d'animaux. C'est le cas aussi, par exemple, pour les chiens, hein. Les chiens ont une excellente ouïe, donc s'ils sentent qu'on a peur, s'ils ressentent qu'on est stressé, ils auront plus tendance à aboyer que si on est très zen et très cool. Mais ça aussi, c'est une forme de télépathie finalement, hein. tout à fait. Mais en tout cas, vous avez fait un travail remarquable. Merci beaucoup, parce que franchement, c'est moi perso, le travail que vous avez fait est absolument fantastique, et de permettre aux gens de réaliser que ben c'est pas parce que nous ne les comprenons pas qu'ils n'ont pas de langage. Là, le jour où on comprendra qu'ils ont un langage, mais que c'est nous qui ne comprenons pas, c'est vrai que ça fera bien avancer justement la complémentarité de l'homme à l'humain et le respect qu'on leur doit. oui, oui, vos recherches me paraissent vraiment fondamentales et j'ai beaucoup aimé vos études concernant mettant en parallèle l'homme, la machine et l'animal, puisqu'au niveau préhistorique, on s'aperçoit de plus en plus que l'évolution de l'espèce humaine s'est jouée aussi par rapport à ses relations avec différentes espèces animales, avec la domestication. Et votre réflexion est vraiment centrale, cette symbiose, cette relation avec l'animal plutôt qu'avec une machine qui, pour l'instant, on n'en sait rien, pour l'instant, ne bénéficie pas de sentience, comme vous l'avez dit, hein, si j'ai bien compris. Oui. J'espère que ce ne sera pas le cas, Mais parce moi aussi, que j'espère. j'ai bien peur que ça arrive, que ça puisse arriver. Mais en tout cas, je pense que ce que nous avons en commun avec le vivant, c'est cette sentience. Ouais. Face au robot, face à la machine, qui est dénuée de sentiments et d'émotions pour le moment. Est-ce que je peux me permettre un petit détail? Lorsque vous avez parlé de Descartes pour les animaux, je ne pense pas que c'est le mieux choisi, parce que c'est celui qui, par son esprit cartésien, a enlevé le principe de l'âme pour l'animal, que par contre Montaigne, lui, a contrecarré Descartes en disant que c'est un humaniste beaucoup plus important que Descartes. Descartes a fait beaucoup de mal aux animaux avec Oui, sa façon cartésienne. c'est exactement ce que j'ai dit. Alors j'ai mal compris, excusez-moi, j'ai mal compris. Oui, c'est Voilà. exactement ce que je dis. C'est que Descartes, il a fait beaucoup de mal à la philosophie. C'est à Oui. cause de Descartes et de Malebranche, son disciple, que la philosophie ne s'est pas intéressée beaucoup aux animaux encore maintenant en France parce que nous sommes très cartésiens, ce qui est moins vrai des anglo-saxons. Oui, j'ai dit exactement le contraire. Mais en fait, oui, Montaigne, c'était un être délicieux. Il a parlé sur les animaux de manière extraordinaire, mais sur bien des plans, c'est un être délicieux, Montaigne. Beaucoup plus agréable que Descartes, oui, je suis bien d'accord avec vous.
ceux qui ont fait beaucoup pour les animaux au 19e siècle, c'est Victor Hugo et Émile Zola, et Mm. Gramont, bien sûr, hein, dont je parlais dans mon résumé. Ils ont vraiment beaucoup bougé les choses pour, en tout cas, la violence sur les animaux en public. Oui. C'était un premier pas. Est-ce que je peux poser une question moi aussi? Désolée, je trouve ça. Déjà, merci beaucoup pour cette conférence. C'était vraiment super intéressant personnellement. Alors bon, j'ai plein de questions en tête, mais je vais en poser juste deux si c'est possible. J'ai fait le tri. La première, c'est est-ce que donc vous parlez de ce langage des animaux de par leur comportement, le fait qu'ils communiquent entre eux, qui ont leur propre langue, qu'il y a même différents dialectes. Et dans ce cas-là, qui ne sont pas si différents de l'être humain, est-ce que vous pensez, je ne sais pas à l'avance de vos recherches, si ils sont capables de donner un sens à des idées abstraites, s'ils ont cette faculté-là? Parce que je sais que nous, êtres humains, on dit souvent qu'on se dissocie beaucoup des animaux car on a donné à des idées abstraites un mot, par exemple la liberté qui n'est pas trop abstrait mais qui peut l'être, enfin, à différents contextes. Est-ce que vous pensez que les animaux ont cette capacité à des choses Oui, qui n'existent pas complètement mais de donner un sens à qui un mot? existe. L'amour, l'empathie, c'est assez abstrait et c'est des émotions. En fait, c'est plus les émotions qui peuvent être aussi des concepts abstraits. Mais je vais faire une conférence le 2 mai en Sorbonne sur la logique et les intelligences animalières, sur en fait la logique quasi mathématique, qui pour moi est par définition abstraite, même s'il y a des applications concrètes. Euh, ne serait-ce que si on prend la notion de chasse chez les félins, ça implique quand même d'anticiper un peu de manière abstraite où va se déplacer la proie. Donc, je pense qu'il y a un schéma de pensée qui est abstrait, qui est extrêmement rapide quand un animal est en chasse, est en train de penser une stratégie de chasse, en particulier quand ils sont en équipe. Par exemple, les loups, ils chassent en meute, les lionnes chassent en meute, en équipe. Et la chasse en équipe, la chasse animalière en équipe, pour moi, c'est une abstraction totale qui va avoir des applications sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils doivent penser une stratégie ensemble très rapidement pour réussir à chasser, à attraper. Donc ça, pour moi, la logique mathématique, c'est une forme d'intelligence dans l'habitat et les animaux ont cette logique. Ok, super intéressant. Et bon, ma deuxième, en fait, Pas c'est une fort. question, réflexion, je sais pas trop, mais en fait, c'est ce que vous venez de présenter, ces traductions de langage animalier, c'est pour moi un enjeu fondamental dans nos sociétés actuelles, on va pas se mentir, parce que ça me fait beaucoup penser à, je vais prendre un exemple, par exemple la controverse de Valladolid où il était question de donner une âme aux personnes, aux Indiens et afin de leur donner des droits au final. Et donc, le raccourci va être que pour moi, c'est un peu comme si, certes, on a admis que l'animal avait une âme en elle-même, mais on lui confère pas des droits, enfin, en tout cas, les mêmes droits une idée d'égalité en droit. Et pour moi, enfin, le fait de dire que des animaux ont un langage, c'est comme vous dites, ils sont sentients, donc ils sont doués donc d'émotions. Et donc, c'est d'une certaine manière l'idée de droit fondamental naturel, dont le droit d'égalité, par exemple, le fait de, par exemple, sous prétexte que c'est un animal sauvage, je ne peux pas aller le tuer parce qu'il est sentient. Mais dans ce cas-là, donc d'où ma question, est-ce que vous pensez que votre science, enfin, le projet, le thème, la discipline sur laquelle vous faites des recherches et tout, on va pouvoir y laisser une place dans ce monde qui est quand même assez capitaliste, qui est assez fait sur le profil et qui est, enfin, c'est plus, c'est un peu compliqué. Je comprends Plus sur le vos, profit que sur le respect de la vie, oui. je comprends vos craintes qui sont partagées entièrement. Sinon, je n'aurais pas voulu fonder cette Société française de zoosémiotique au sein des sciences du langage, alors que ce n'était pas facile de le faire. C'est-à-dire que j'ai eu une adversité quasi biblique, j'ai envie de dire, monothéiste, où l'animal ne devait pas être l'égal des humains. Et d'ailleurs, l'Ordre des vétérinaires s'est opposé farouchement à l'emploi du mot sentience, de peur que la frontière entre l'humain et l'animal disparaisse. Ils l'ont écrit noir sur blanc. Pour moi, c'est une approche christique. Euh, c'est biblique. Donc, je crois qu'il y a encore des scientifiques qui ont une approche quasi religieuse,
qui mettent l'humain en haut d'une pyramide et qui s'autorisent des droits sur la biodiversité qui sont totalement inadmissibles. Donc, bien sûr, on est dans un système mondial capitaliste, mais je crois qu'il va y avoir quand même une prise de conscience. D'ailleurs, elle commence à émerger. J'ai bon espoir, je suis positive, et j'ai bon espoir que cet humanisme très centré vers l'humain devienne un humanimalisme qui soit respectueux des interactions avec les autres animaux qui sont vraiment tout aussi importants que nous sur cette planète. Oui, Allez. alors merci beaucoup. Vraiment, c'était C'est pas passionnant. Disons que j'aurais plus un commentaire qu'une question. C'est l'aspect, disons, neuroscientifique, puisque je suis neuroscientifique. Je voudrais simplement évoquer des travaux qui datent déjà d'au moins une quinzaine d'années, qui ont été faits aux États-Unis, et plus exactement au Centre du langage d'Atlanta par le docteur Sue Savage, qui est éthologue, sur des bonobos. Alors, il y en a un qui est devenu célèbre, qui s'appelle Kanzi. Alors, en quoi ça consistait? Kanzi avait à sa disposition un clavier avec, non pas des lettres, bien évidemment, mais des signes, n'est-ce pas? Il y avait quand même 250 signes, ce qui est quand même beaucoup. Alors, il pouvait y avoir une banane, mais aussi des signes pour certains, disons, comportements comme chasser, se gratter, chatouiller, etc. Et donc, Sue Savage a réussi. Alors, il faut dire que ce clavier était relié à un appareil de synthèse vocale. C'est-à-dire, quand le singe appuyait sur un signe, eh bien, il y avait une voix artificielle qui prononçait le mot correspondant. Et donc, Sue Savage a pu dialoguer comme ça avec Kanzi, à lui poser des questions, et lui il répondait grâce à ça. Sur le moment, on lui avait dit oui, mais Kanzi était sensible peut-être à la mimique de Sue Savage. Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a posé des questions avec un masque devant. Et ça fait que Kenzie a répondu également. Donc, ça veut dire qu'il comprenait la voix, hein, la voix parlée de l'éthologue. Alors, pour le neuroscientifique que je suis, mais enfin d'autres neuroscientifiques en ont déduit aussi la même chose, c'est que chez les disons, les primates anthropoïdes en tout cas, parce qu'il y a eu aussi des expériences faites sur les gorilles, les chimpanzés, etc., on peut dire qu'ils ont un cerveau qui a été en quelque sorte pré-câblé pour recevoir le langage parlé. Le seul problème, c'est que comme ils n'ont pas acquis ce qu'on appelle la bipédie définitive, hein, c'est-à-dire que si un singe peut se redresser sur les pattes arrière, par exemple, lorsqu'il se met à courir, il va courir à quatre pattes. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le fait d'être en bipédie définitive, c'est l'Homo erectus, eh bien, ça, par un glissement, le larynx a pu former un organe phonatoire, c'est-à-dire qui a permis d'articuler des sons, donc de créer des mots, autrement dit du langage. Donc la conclusion, c'est un petit peu ça, c'est que, en tout cas chez les singes, mais pourquoi pas chez d'autres animaux aussi, on n'en sait rien parce que, à ma connaissance, ce genre d'expérience n'a pas été pu être mis en œuvre chez d'autres animaux. Eh bien, le cerveau était en quelque sorte pré-câblés pour le langage, mais malheureusement, ils n'ont pas eu l'organe phonatoire. Donc, tout cela,
pense que vous êtes d'accord et ça devrait aller dans votre sens. Alors, effectivement, l'articulation du langage, c'est une définition qui est très axée pour l'humain. Bon, on dit aussi que la bipédie a permis non seulement de dégager le larynx, mais de faire développer tout le cerveau. Oui, Des- aussi. Oui, bien donc, sûr. c'est ça aussi qui a permis à la boîte crânienne de se développer davantage. Je crois que ce type d'échange est possible avec beaucoup d'animaux. Par exemple, là, j'ai une étudiante, une doctorante qui est ici, hein, Mengyun Zhu, que vous voyez parmi les présents, qui essaie justement d'inculquer une langue à un chien. Alors, c'est un border collie, ils sont très, très intelligents. On a l'habitude de les utiliser dans le cadre des bergers. Enfin, les bergers les utilisent souvent pour garder les troupeaux et leur inculquent différents types de langues pour gérer de très grands troupeaux, avec plusieurs chiens d'ailleurs, parfois en leur inculquant plusieurs langues. Donc, ils ont la capacité, bien sûr, de comprendre, d'enregistrer des mots. Maintenant, les articuler, c'est une autre chose. En revanche, interagir avec eux par le biais d'un tapis avec des boutons, c'est exactement ce que ma doctorante est en train d'essayer d'apprendre à son chien, qui lui Ah, très demande, bien. en appuyant sur des boutons, Oui. je peux aller me promener, je veux manger. Et elle lui demande, que veux-tu? Bon, il va lui répondre, on va dormir, on va manger, Coco est fatigué. Enfin bon, et ça, c'est des boutons et avec des sons. Elle a changé les couleurs. Enfin bon, il y a tout un protocole sur lequel on travaille ensemble pour justement voir si ce que vous venez de décrire ne fonctionne pas sur d'autres animaux. En l'occurrence, là, bon, sur la base de l'iconicité aussi, c'est-à-dire tout ce qui va être articulatoire, hein, en phonétique, on essaie de voir si, pour les chiens en tout cas, ça peut fonctionner et si ça peut pas un jour éventuellement fonctionner avec d'autres animaux. Mais c'est très complexe, ça implique beaucoup d'heures de travail, de surveillance. C'est pas un conditionnement, mais c'est quand même, entre guillemets, un travail que l'on fait avec le chien quotidiennement. C'est une éducation à part entière. Donc, après, bon, bah, les chiens, souvent, on les éduque, hein, à faire certaines choses, ça c'est évident. À garder des maisons, à surveiller des troupeaux. Bon, moi, je ne suis pas toujours d'accord pour cette fonction, mais c'est une réalité depuis des siècles. Ça a contribué à leur grande domestication. Le chat est beaucoup moins domestiqué à côté du chien, et il est domestiqué depuis moins longtemps. Sauf des gens aussi. Merci. Est-ce que moi, j'aurais deux questions à vous poser. Enfin, vous avez parlé d'une table ronde que vous allez faire avec l'autorisation, j'ai bien compris, du ministère de la Culture. Une table ronde, vous n'avez pas donné de date. Elle est faite, elle est faite. Elle est faite, ça, Elle est faite pardon. et Bon, le livre est sorti. Le livre est sorti, c'était à Cerisy-la-Salle, c'était un colloque sur la traduction multiculturelle et le ministère de la Culture avec lequel j'avais travaillé pour l'Observatoire européen du plurilinguisme, lorsque j'avais cofondé cette association avec Christian Tremblay, le président. On travaillait vraiment en harmonie avec le ministère de la Culture pour préserver toutes les langues, le plurilinguisme, hein, des humains pour le coup. Et quand ils sont venus me voir, ils pensaient sans doute que j'étais encore dans ces problématiques-là et j'avais quitté les problématiques du plurilinguisme depuis 15 ans. Et je leur ai dit, non, moi je veux bien intervenir, mais à condition d'introduire la notion de culture animalière. Et ils ont dit, très bien, carte blanche, vous invitez qui vous voulez et vous nous développez ça. Et donc, ça s'est fait. Donc le livre est sorti, l'article est sorti. On l'a sorti avec des linguistes et des éthologues de l'Université de Nanterre. Entre autres Laurent Nagle, qui hélas nous a quittés trop tôt, mais qui a fait une intervention remarquable, qui d'ailleurs est enregistrée. Et l'article est publié, donc vous pourrez trouver le livre sans difficulté. et alors, deuxième question, vous avez parlé donc des cétacés. Où est-ce qu'on en est avec les cétacés? On ne peut pas leur faire appuyer sur des boutons, les cétacés. Donc, Alors, la comment grosse communiquer? difficulté, très bonne question. La grosse difficulté avec les cétacés, et José qui est là, José Corr qui est là pourra sans doute confirmer le gros problème avec les cétacés, c'est que lorsqu'on les entend, lorsqu'on les enregistre,
on ne les voit pas toujours. Et quand on les voit, on ne les entend pas toujours. C'est-à-dire que l'important en zoosémiotique et en bioacoustique, c'est de savoir qui parle, qui émet le sens, qui émet le son. Et les cétacés, par définition, ont un espace sans limite, le subaquatique. Quand on les entend, on ne les voit pas, forcément. Quand on les voit, ils sont parfois en groupe, on ne sait pas lequel émet le son. Donc ça, c'est une difficulté qu'on n'a pas avec les chats, les chiens, parce que quand on voit les chats et les chiens, on sait qui s'exprime. Et ça, on a le visuel avec le son. La grosse difficulté qu'évoquait Olivier Adam, donc vous pouvez faire une recherche sur Olivier Adam, qui est vraiment un grand spécialiste du sujet et qui travaille donc avec José, c'est que c'est ça, c'est d'associer le son et l'image. Mais là, actuellement, bon, je pense qu'on a bien avancé sur ces questions parce que les enregistrements sonores permettent de déceler des fréquences, des répétitions ou des séquences de sens, des séquences sémantiques qui font sens, qui font syntaxe, qui font lexique. Et ça, c'est une très, très grande avancée. On a déjà d'ailleurs travaillé avec le Earth Project, je ne sais plus, Sandrine, c'est vous qui vous occupez de ça, qui travaille aussi aux États-Unis sur le décodage des sons. Earth Project Species, je crois que c'est ça, le nom de la société. Earth Species Project. Voilà, c'est ça. Donc eux, ils sont aussi en train de travailler sur ces questions. Donc en fait, avec les machines, pour une fois, elles sont très utiles. On va pouvoir essayer de décoder des séquences de sens. Mais alors là, il faut non seulement des techniciens très pointus en termes de micro, d'informatique, de traitement des données, il faut des éthologues, il faut des zoosémioticiens, enfin, il faut une équipe vraiment pluridisciplinaire. Sinon, on n'y arrive pas, hein. Et en fait, pendant des années, on était très monodisciplinaire. Et je pense que, oui, voilà, merci Sandrine, Earth Species Project. Et donc, pendant des années, on était trop monodisciplinaire, on ne se rencontrait pas. Et le fait de s'être rencontrés, faculté des lettres, des sciences, des technologies, médecine, ça nous a ouvert des horizons qu'on ne pouvait pas ouvrir jadis. Aussi bien pour One Health, One Violence, hein, une seule violence, femmes, humains, enfants, animaux, une seule santé, etc. C'est vraiment grâce au transdisciplinarisme et la transdisciplinarité qu'on a pu atteindre ce genre de sujet de recherche. Alors, sur ces cétacés, il existe déjà un lexique, il y a déjà des fréquences qui sont reproduites de manière régulière et on sait ce que ça veut dire. Il y a déjà un dictionnaire, déjà on peut traduire déjà les cétacés. Oui, bien sûr. En fait, on sait déjà, par exemple, pour les dauphins, depuis très longtemps, hein, que la première chose qu'ils font lorsqu'ils se rencontrent, c'est une émission de bulles. Alors, il y a des noms, hein, il y a le coda, il y a plein de noms très spécifiques sur lesquels je ne vais pas revenir, ce serait trop long. Mais il y a le mouvement du corps, il y a l'émission de bulles qui donne le prénom de chaque dauphin. C'est la première chose qu'ils font quand ils se rencontrent. Ils se présentent et ils disent, voilà, je m'appelle comme ça. Et ça, bon, ça fait déjà longtemps qu'on le sait, hein. Mais maintenant, ce qu'on voudrait surtout comprendre, ce sont les émissions sonores. Les gestes, le langage, pour utiliser le terme dont j'avais parlé, le langage corporel, il est assez clair. Ce sont les langues qu'on voudrait vraiment creuser un peu plus et mieux comprendre. D'accord. Autre question? Oui, Oui, moi, est-ce qu'il serait possible d'avoir le résumé des livres que vous nous avez proposés parce qu'on n'a pas forcément eu le temps de tout noter? Oui, bien sûr, je vous enverrai mon diaporama si vous voulez. Merci beaucoup. D'accord, très bien. moi j'ai une question. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ah, parfait. Voilà, donc je suis Gisèle Zekolo, le directeur de Wild Farm. Merci pour ce webinaire qui est vraiment passionnant. J'ai une question, enfin, tout ce que j'ai entendu me fait penser à un événement que j'ai vécu. Il y a quelques années, je présentais devant des vétérinaires un film montrant des animaux qui étaient victimes de mauvais traitements sur des marchés aux bestiaux. Et donc j'ai montré notamment le film d'un bovin qui recevait des coups sur la tête. Et j'ai eu malheur de dire devant les vétérinaires, ce bovin reçoit un coup de bâton sur le visage.
Ouh là là, que n'avais-je pas dit là? Parce qu'effectivement, le terme visage est réservé à l'être humain. Et donc, il y a un vétérinaire qui m'a tout de suite repris en me disant, mais il y a une anatomie chez les animaux et on ne parle pas du visage du bovin, on parle de la gueule du bovin. Bon, ce qui est quand même moins élégant. Et donc, ça m'a un peu, je me suis beaucoup questionné sur cette remarque. Et j'ai constaté que en Angleterre, sauf erreur de ma part, on emploie le mot pour visage de face, the face. Et je pense qu'on l'utilise aussi bien pour l'animal que pour l'être humain. Voilà, et je voulais savoir si vous aviez travaillé sur cette question du mot visage dans les différentes langues, parce que derrière le visage, évidemment, c'est un outil essentiel pour communiquer. On ne communique pas que par le visage, mais et donc voilà, je trouve que c'est aussi intéressant de voir, en fond, je serais pas étonné que dans les cultures du nord de l'Europe qui sont plus sensibles au bien-être animal, en général, on n'utilise qu'un mot pour désigner le visage ou la tête de l'animal et de l'être humain, et dans le sud, ce soit le contraire. Merci pour cette question. J'ai travaillé il y a bien longtemps sur ces sujets et d'ailleurs j'ai publié un article sur cette question où j'évoque la question de l'emploi des termes humains, acceptés ou non, pour qualifier certaines parties du corps des animaux. Par exemple, dans les pays anglo-saxons, on dit male and female pour les humains comme pour les animaux, hein. Alors que nous, on va dire homme et femme, et mâle et femelle pour les animaux. On va dire, par exemple, pour les chevaux, qui est un animal très noble, la jambe, la bouche. En fait, le cheval, lui, il a le droit à des qualificatifs humains parce qu'il est extrêmement noble, alors que les autres ont une gueule, des pattes. Ils sont vraiment bestiaux, les autres. On a le visage. Alors, en Allemagne, par exemple, au début, on disait Essen pour les humains et Fressen pour les animaux. C'est l'équivalent un peu de manger et de bouffer. Mais ça commence à s'atténuer. Maintenant, on dit Essen aussi pour les animaux. Mais globalement, petit à petit, on peut utiliser, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne choquent pas et d'autres qui choquent. Par exemple, on va dire les yeux des animaux, même s'ils sont très loin des humains. On va parler des yeux d'une araignée, on va parler des yeux d'un chat, mais on ne peut pas parler de langue de chat ou de langage de chat. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très, ce que je disais, biblique dans ce frein à octroyer de l'intelligence aux animaux, une parole, des rêves et une pensée. C'est, comme je disais tout à l'heure, un petit peu cartésien, donc c'est un petit peu Descartes et son équipe qui ont introduit ça en France. Dans les pays anglo-saxons, bah, Descartes était moins influent, donc ils ont moins ces freins-là. Ce que je vois, c'est que globalement, Sentience ne pose aucun problème sur toute la planète, alors qu'il en pose énormément en France et en particulier à cause de l'ordre des vétérinaires qui s'y oppose, pour des raisons qui sont, à mon sens, pas tout à fait cartésiennes pour le coup. Peut-être qu'elles sont trop cartésiennes, justement, précisément. Ah voilà, donc là, il faut creuser, hein. Ça m'échappe un petit peu. En fait, le mot est très employé sur toute la planète, vu que c'est un mot qui a fait sa vie depuis le latin vers les pays anglo-saxons, euh, et qui finalement a beaucoup de mal à entrer dans la sphère française, alors qu'il est très pratique et qu'il permet justement de définir les émotions, l'animal qui éprouve des émotions. C'est comme si on interdisait aux animaux d'éprouver des émotions. Et ça ne m'étonne pas ce que vous me dites. D'ailleurs, on s'était croisés, je crois, à l'Assemblée nationale une fois, Ghislain. Mais en fait, ça ne m'étonne pas parce que en fait, l'idée de parler du visage d'un bovin, c'est lui octroyer des traits humains, en quelque sorte. Et c'est ça qui est insupportable pour certains. Que je ne comprends pas parce que franchement, oui, ils ont de beaux visages. D'ailleurs, Rosa Bonheur les a très bien dessinés et c'est très impressionnant de voir leurs émotions. Quand on va en Normandie et qu'on regarde les vaches, par exemple, elles ont vraiment chacune leur caractère, leur façon de s'exprimer, de bouger, d'être. Et bien sûr que ce sont des êtres sentients. Donc, Il y a une autre expression qui est utilisée, qui est un autre terme, un autre mot, qui est spécifiquement réservé, surtout en français, à l'espèce humaine, c'est la notion d'esprit.
Et cette notion d'esprit, est-ce qu'elle ne recoupe pas ce que cette notion de sentience que vous exprimez? Et si on se réfère par exemple à l'expérience de François d'Assise, qui parlait aux animaux, est-ce qu'effectivement on n'a pas, contrairement à ce que vous semblez dire de la tradition biblique qui est beaucoup plus complexe que vous ne le dites, je pense notamment au texte d'Isaïe qui parle des animaux, de cette concorde entre les animaux, qui bien sûr est allégorique, mais qui aussi certainement exprime un sentiment, une compréhension plus profonde de la vie animale et de la langue animale, de la parole animale, allons jusqu'à ce terme. Donc il y a Alors, cette... tout à fait d'accord. C'est une lecture partielle du texte biblique. D'ailleurs, j'ai fait un article là-dessus, hein, sur les religions et leur manière de lire les textes sacrés. Les trois religions monothéistes, mais pas exclusivement. Et dans le texte biblique, à un moment, il est même dit qu'il y a des végétariens et que les végétariens se portent plutôt mieux que les autres. Donc, euh, c'est c'est- c'est très intéressant. Et j'ai écrit un article qui se trouve gratuit en ligne sur le site de la LFDA, qui s'appelle Le zoocide contemporain, où je parle de la descente aux enfers des animaux qui étaient érigés dans l'Égypte ancienne au seuil de Dieu, de Dieu, vraiment de Dieu animalier, et qui sont tombés d'un enfer très profond, dans un enfer très profond, dans des fermes-usines où ils sont battus, comme vous le disiez, où ils sont dans des situations qui sont totalement indignes. Et effectivement, l'exégèse des textes sacrés, c'est ça leur force, c'est-à-dire qu'il faut toujours les interpréter, sinon on s'enlise. Mais il faudrait lire l'article que j'ai écrit justement sur les religions, les trois monothéismes, qui cautionne un petit peu ce que vous venez de dire. Mais anima, c'est l'âme, hein, aussi. Il ne faut pas oublier ce terme. C'est l'être animé, c'est l'âme aussi. Donc l'esprit et l'âme. Bon, après, il y a les gens qui sont intéressés économiquement, j'ai envie de dire, au fait que les animaux ne soient pas sentients et qu'ils n'aient aucune sensibilité, aucune émotion. Parce qu'il va falloir les abattre violemment, les commercialiser, et ça arrange tout le monde. Donc, bon, tout ça, c'est un petit peu à double tranchant. Merci. Merci pour toutes ces questions. De rien. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Non? Il n'y a plus de questions? Plus de questions, Monsieur Zuccolo, terminé? Oui, Bon, eh ben, terminé. écoutez, on va remercier la conférencière. Merci de nous avoir permis d'avoir cette très intéressante conférence, vraiment. D'accord? Et de Merci. nous avoir permis de vous enregistrer. Bien Ah, sûr, on vous passera tout ça et vous nous donnerez votre accord pour qu'on puisse le mettre sur le site et faire progresser un peu la conscience qu'on a et que certains n'ont pas, malgré tout, devant les animaux. Voilà, je crois que vraiment, c'est un grand merci qu'on peut vous adresser. bah, c'est moi qui vous remercie. Oui, Merci beaucoup. vraiment, ouais. Un grand merci parce que si vous voulez, vous permettez de nous donner un petit côté baume au cœur pour nous qui défendons les animaux, de voir que on n'est pas forcément seul sur le terrain et que on peut avoir de l'aide grâce à des gens comme vous qui, qui peut élever le débat bien au-delà de la rue. Alors, j'espère que ces idées me survivront. Je suis déjà très contente d'avoir une équipe de jeunes qui me suit et qui me suivent, qui sont à mes côtés et qui vont, je fais entre guillemets école. Et je suis très contente d'avoir mes doctorantes ce soir ici et puis d'autres qui sont très fidèles et qui vont continuer dans cette voie, j'espère, très longtemps. On Et un l'espère peu tous. comme maître terrain.
comme un peu maître terrain qui a commencé à défendre les animaux et qui, comme vous, a répandu cette façon d'être et que l'on trouve de plus en plus d'avocats qui vont défendre la cause animale, qui vont aux tribunaux et que les tribunaux commencent un petit peu, eux aussi, à avoir une vision un peu moins manichéenne sur l'animal. Et il y a quelque temps, les femmes n'avaient pas d'armes. Ben, aujourd'hui, le débat est sur les animaux, donc espérons qu'il sera moins long et qu'ils auront gagné cause. Merci J'espère beaucoup. À Merci très beaucoup. bientôt, à une prochaine fois. Suivez, Merci beaucoup. Ah oui, suivez l'ADA et puis on se Si vous retrouvera. voulez que nous devenions partenaires, on peut devenir partenaire sur le site. J'ajouterai votre logo. en tout cas, D'accord, d'accord. merci beaucoup. Très volontiers. À très bientôt et au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, merci. Beaucoup.